Voilà, on se retrouve sur Terre de nouveau. On a eu le temps de se sécher après ce film qui est vraiment immersif. En fait, je trouve que c'est un des points forts du film, c'est qu'on est dans la rivière. Hein, il y a une dimension sensorielle presque. Alors voilà, on est, nous, sur ce petit plateau rouge, dans le territoire de Belfort, à la Maison de l'Environnement du territoire de Belfort, avec à mes côtés Pierrick qui est à l'écoute de vos questions. Vous pouvez poser librement sur le chat. Avec à ma gauche Stéphanie Vernier qui est ingénieur hydrologue dans le département. Et puis avec Nicolas Kossanel qui est en Norvège, champion d'Europe de kayak extrême, co-réalisateur, co-auteur de ce film avec Marlène de Villers. Alors Marlène de Villers, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on croise les doigts. On est très fort avec elle. Elle participe en ce moment au championnat de France dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'il y a déjà une question sur laquelle vous voudriez entamer ou est-ce que... Alors, on avait déjà aussi une question de Juste Miette. le temps que Pierrick, tu poses, enfin, tu prépares la question pour tout le monde. Je voulais juste préciser que les questions, enfin le chat pour poser vos questions se trouve sous la vidéo. Donc il faut faire glisser un peu vers le bas de l'écran et vous allez tomber sur le chat où nous sommes en train de discuter en même temps. Voilà. Et si vous êtes en plein écran, il faut d'abord quitter le mode plein écran et rejoindre le chat. Et effectivement, il y avait déjà pas une question de ma part, mais je te laisse la poser, et puis de Miette. Alors oui, c'était donc question de Miette qui nous demande si ces films sont projetés dans les écoles. Donc, est-ce que ça a été déjà fait peut-être ou est-ce que c'est prévu? Alors, merci pour cette question. Donc oui, ça a déjà été fait. On a projeté nos films dans plusieurs écoles en Haute-Saône et on espère avoir éventuellement d'autres contacts avec d'autres établissements pour continuer à les partager. Mais c'est quelque chose qu'on est ravi de faire, qu'on fait déjà et qu'on espère continuer à faire. D'accord. Et du coup, si je suis enseignant que je souhaite organiser une projection, il faut directement vous contacter. Tout à fait, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a, sur notre site internet, il y a notre mail de contact. Vous nous envoyez un mail, on est plutôt réactif normalement. Ou vous pouvez aussi passer par Vincent qui vous donnera nos coordonnées au besoin. Mais on sera ravis de vous répondre si vous êtes intéressé pour projeter notre film dans votre établissement. Pardon. Après, je suppose, Nicolas, que si on a cette question par rapport à la projection dans les établissements scolaires, c'est que derrière, on a des personnes qui sont convaincues du fait que votre film, il a une vertu pédagogique. Il a beaucoup de contenu et il a en même temps une part d'émotion qui contribue à convaincre un large public. Moi, c'est vrai que je vous ai vu à l'œuvre, on va dire, présenter ce film avec des publics assez différents, dont des dirigeants aussi d'entreprises, dans un cadre un peu différent. Mais je trouve que la qualité est constante, c'est-à-dire qu'il votre témoignage, la sincérité aussi de votre prise de conscience et de vos changements aussi de manière de pratiquer le sport de haut niveau ont un effet entraînant. Et on serait tout à fait partant si des enseignants le souhaitent pour constituer un petit groupe et puis travailler à l'accompagnement de ce projet de film, Rivière, les sentinelles du changement climatique, à travers un outil pédagogique qui permette, en fonction des niveaux des élèves, de pouvoir aborder l'ensemble des thématiques qui sont évoquées dans le film. Il est très très riche. Donc s'il y a des enseignants parmi nous ce soir qui se sentent l'envie de travailler sur cette dimension pédagogique, on vous laissera le contact de la Maison de l'Environnement dans le chat et puis on pourra constituer comme ça un petit groupe avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, en attendant, peut-être, Nicolas, tu pourrais nous... Alors, je tutoie Nicolas parce qu'on se côtoie depuis la naissance de ce projet Rivière Sentinelle du réchauffement, qui était l'intitulé de départ.
parce qu'on a eu un vrai coup de cœur pour le film et pour le projet. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui a déclenché votre prise de conscience et puis après toute l'énergie que vous avez voulu mettre à sensibiliser, à essayer de toucher un large public? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de vos préoccupations de sportif, on va dire, à un engagement environnemental? Ouais, tout à fait. Alors, on se tutoie effectivement avec Vincent. C'est la MDE, ça a été un de nos premiers partenaires, donc ils nous accompagnent vraiment depuis le tout début, à l'époque où le film c'était juste quelques lignes sur un bout de papier. Donc, un grand merci à eux. Et pour dire comment ça a commencé, tout ça, ben, c'est tout simplement un constat. Ça fait, comme on l'a dit dans le film, plusieurs années maintenant qu'on pagaille sur des superbes rivières. Mais il faut savoir que pour notre pratique, les rivières, on est vraiment très dépendant du débit. On a eu pendant plusieurs années, c'était assez simple, au printemps, de la neige qui fondait, qui amenait suffisamment de débit dans les rivières pour notre pratique. Et que ce soit dans les Alpes, dans les Pyrénées ou même ici en Norvège maintenant, on a vraiment vu la période où l'alimentation en eau par rapport aux chutes de neige en hiver, elle se réduit vraiment saison après saison. Et on a des saisons de plus en plus courtes. Alors c'est très très vrai dans les Alpes, très très vrai dans les Pyrénées. Ici en Norvège, on arrive encore à pagayer, on va dire, dans des bonnes conditions la plupart de l'année. Mais c'est quelque chose qui arrive et qui se ressent même ici. Donc c'est quelque chose qui nous a fait peur, qui nous a fait prendre conscience que le changement, il était déjà à l'heure, il nous touchait personnellement. Et en discutant avec des gens qui n'avaient pas notre pratique ou qui n'étaient pas au contact de la nature au quotidien comme on peut l'être, on s'est rendu compte qu'ils ne se sentaient pas directement concernés par le changement climatique, que pour eux, ça restait quelque chose d'abstrait, des chiffres évoqués par des scientifiques lors d'un 20h de TF1 ou ce genre de choses. Du coup, l'idée de ce film, ça a été de montrer que, ben oui, c'est là, ça nous touche. Alors, c'est peut-être pas significatif pour tout le monde encore, mais c'est déjà là. Et l'idée, c'était de montrer à quel point les rivières sont belles, à quel point elles sont déjà impactées, et de donner envie à toute personne qui regardera ce film de faire quelque chose à son échelle pour essayer de faire aller les choses dans le bon sens. Donc, Je voilà. rebondis là-dessus parce qu'effectivement, la prise de conscience sur le changement climatique, elle est progressive et assez récente. On entend parler du changement climatique dans les milieux, on va dire, scientifiques depuis longtemps. Mais au niveau de tout un chacun, la prise de conscience, elle est récente. Lorsque, il y a 20 ans, on parlait de changement climatique, on avait en tête l'ours blanc sur sa banquise et les habitants des Tuvalu qui allaient devoir déménager, et c'était bien loin. Les gens n'étaient pas forcément impactés au quotidien, en tout cas, ils ne voyaient pas le lien direct. Et du coup, il y a eu des grandes périodes, on va dire, de déni ou de dire finalement 2 degrés c'est bien, il fera plus chaud l'été, tout le monde est content, on mettra une nouvelle piscine. Et ces 10 dernières années, les événements météorologiques qui se sont succédés ont fait que la prise de conscience a été plus forte. On est confronté directement au changement, et ce, dans toutes les régions du monde. Et du coup, aujourd'hui, voilà, le changement climatique n'est plus une théorie scientifique, c'est une réalité visible. Et donc, du coup, voilà, plus de prise de conscience et du coup beaucoup plus aussi d'accompagnement par différentes structures dans cette prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, vous le sentez aussi dans les échanges que vous avez avec les spectateurs de votre film? Je reprends ici une question de Miette à ce sujet-là. Oui, ben, tout à fait. On sent qu'il y a de plus en plus de gens, si je puis dire, qui étaient à l'origine pas forcément sensibles à l'outdoor, qui prennent de plus en plus conscience que ça arrive. Alors ça peut être au travers d'initiatives comme vous proposez à la MDE. Ça peut être des gens qui tout simplement se sont mis pendant les vacances, pendant leur temps libre, à aller explorer, si je puis dire, la montagne, la nature, ou tout simplement à côté de chez eux, une rivière ou quelque chose, et qui constatent de plus en plus que, bah oui, que les changements sont à l'œuvre, que ça touche la nature et que ça va les impacter très bientôt. Et puis, il y a eu bien sûr des gros événements climatiques. Enfin, on a tous vu les épisodes Cévenol avec les crues qui sont de plus en plus violentes pour arracher des pentes de montagne, des maisons,
priver des gens de leur habitation. Donc c'est évident que c'est quelque chose que les gens constatent de plus en plus. Ça fait 10 ans, 5-10 ans que c'est de plus en plus violent. Donc, Juste Nicolas, on t'entend un petit peu bas en niveau sonore. Je ne sais pas si tu as la possibilité de soit de parler un peu plus fort, soit de rapprocher ton téléphone. On entendait mieux hier pendant les tests, mais voilà. pas de souci, je vais parler plus fort. Voilà, parfait. Et alors, je ne sais pas d'où viennent les spectateurs ce soir, mais moi, je serais curieux de demander aussi à Stéphanie de quelle manière, Stéphanie Vernier, donc, qui est ingénieure hydrologue dans le territoire de Belfort, de quelle manière se matérialise le changement climatique en termes hydrologiques ou plus large. Enfin, comment est-ce qu'on peut le percevoir à l'échelle d'un territoire continental moyen? On est dans des contraste peut-être un peu plus faible que les régions que vous avez explorées en Amérique du Sud et en Scandinavie? Alors effectivement, dans le territoire de Belfort, on ne pourra pas parler de recul des glaciers parce que ça fait très longtemps qu'ils sont partis. Hein, il y en a eu, mais là on parle de centaines de milliers d'années. Par contre, il y a des choses visibles et très rapidement visibles dans l'alternance en fait des événements. On a de plus en plus d'épisodes successifs de périodes de sécheresse et d'épisodes d'inondations conséquentes. Et ces épisodes, on ne peut plus dire aujourd'hui, voilà, la prochaine grosse inondation, c'est dans 10 ans, c'est dans 50 ans, c'est dans 100 ans. Ce qu'on entendait par le passé, aujourd'hui, on sait qu'elles se rapprochent et que s'intercalent entre les inondations des périodes de sécheresse. On a des événements qui se succèdent tout au long de l'année et qui sont visibles par tout un chacun, ce qui fait que voilà, l'impact est direct. Et de ces événements qui touchent l'eau, découlent d'autres événements qui touchent l'ensemble de la société, puisqu'on a des phénomènes d'îlots de chaleur urbains, on a des phénomènes de culture qui ne sont plus appropriés au climat local, on a des phénomènes aussi sur notre biodiversité. Nos forêts, cette année, ont quand même beaucoup pâti des périodes sèches des 2 années précédentes. Donc, en fait, toute l'activité humaine, animale, végétale du territoire est impactée directement et de façon très visible sur ces 5 dernières années. Et ça, d'un point de vue territorial, qu'est-ce que ça implique en termes d'adaptation si on veut se projeter dans les 50, 100 ans qui viennent? 100 ans qui viennent, oui, l'adaptation, aujourd'hui, en fait, c'est plus un choix, hein, c'est une obligation. Elle est vraie à tous les niveaux, que ce soit tout un chacun dans sa vie quotidienne, au niveau de l'aménagement général, urbain, au niveau des activités économiques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que lutter contre les phénomènes, c'est pas envisageable. On n'arrivera pas à protéger tous les territoires contre les inondations. On n'arrivera pas à trouver partout des ressources en eau abondantes et qui sont sûres et infinies. Donc aujourd'hui, tout le monde doit s'adapter. Et s'adapter, aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les solutions en main. On apprend au fur et à mesure. Alors, ça part des premières solutions de bon sens, hein, c'est-à-dire si je consomme déjà un petit peu moins d'énergie, un peu moins de carbone, un peu moins d'eau, ce sera toujours ça de gagner. Et puis, ça va aller jusqu'à des évolutions de techniques de production, de techniques de déplacement, de techniques de gestion de l'espace urbain. Donc voilà, tout doit évoluer. On y est contraint aujourd'hui. Il n'y a plus de possibilité de se dire non, je vais le protéger, je vais trouver une solution miracle. Le miracle n'arrivera pas. Même à Noël, le Père Noël ne pourra rien. Et Nicolas, dans le film, on te voit interroger des spécialistes norvégiens dans cette ville qui est particulièrement impactée par les inondations plus importantes et plus fréquentes, au point qu'ils ont dû déplacer une partie de la ville. Est-ce que, par ailleurs, tu as eu des témoignages d'habitants, de riverains, sur ces transformations en cours? Enfin, comment est-ce que c'est vécu du point de vue des citoyens? Parce que c'est des changements majeurs, en fait, c'est leur environnement quotidien qui est assez rapidement modifié.
Oui, tout à fait. Alors, ces changements qu'on voit ici en Norvège, c'est des choses qu'on voit aussi dans le sud de la France. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est loin et qui n'existe pas chez nous. Mais oui, il faut que tu imagines une petite mamie qu'on avait rencontrée, qui habitait là depuis 40 ans, je crois. Et là, tout d'un coup, il y a la Ronda Selvi qui se met à monter. De mémoire, on était à 600 ou 700 mètres cubes. Alors, c'est une rivière qui va être généralement aux alentours des 50 mètres cubes pendant toute la saison. Et du coup, elle avait dû abandonner sa maison. Enfin, c'est des choses qui vont toucher les gens vraiment directement. On en parlait au début, là, c'est de l'abstrait. C'est quelque chose de vraiment concret et qui arrive à la porte des citoyens. Donc, ouais, ça impacte beaucoup de gens. Ça demande de s'adapter, comme vous l'avez bien dit, d'essayer de pousser pour faire aller les choses dans le bon sens. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On regardait en même temps les questions des auditeurs. Il y avait une question par rapport à la disparition possible des rivières. Est-ce que c'est vrai qu'on a les images assez frappantes de la perte du Doubs, mais est-ce que c'est un scénario envisageable, la disparition des rivières? Alors, je pose des questions à la fois à Stéphanie Vernier Je commence et puis toi, Nicolas donnera son avis dessus après. Mais, les rivières, en tout cas dans le climat dans lequel on se trouve, nous, dans le territoire de Belfort, hein, je ne parle pas d'autres régions du monde, on n'aura pas forcément de disparition définitive de nos rivières. Par contre, il faut s'attendre à des assecs beaucoup plus fréquents. Notamment parce que on a de plus en plus justement ces alternances, période sèche et inondation en fait. Les événements sont plus intenses côté chaleur et côté événements pluvieux. Donc en fait, on aura vraisemblablement toujours des rivières alimentées donc pendant ces fortes périodes de pluviométrie, mais qui sont courtes, et donc des assecs qui peuvent arriver très vite derrière. Donc, on n'aura pas forcément de disparition de nos lits de rivière. Par contre, voilà, garder une rivière qui s'écoule paisiblement toute l'année, dans certains secteurs, notamment nous, dans nos systèmes qui sont torrentiels ou dans certains systèmes karstiques, ça va être compliqué. Oui, on est habitué dans le territoire de Belfort à voir le débit des rivières changer très, très rapidement. C'est dû à quoi, ça? Alors, on a deux phénomènes qui existent dans le territoire de Belfort parce que, voilà, on a un territoire compliqué. Donc, géologiquement, hydrologiquement, on est un petit peu à la croisée de plein de phénomènes. Dans nos secteurs vosgiens, en fait, on a ce qu'on appelle des gouttes. Ça s'est toujours appelé comme ça. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est la goutte qui tombe sur le massif vosgien qui est rocheux et qui dévale le massif vosgien. Et donc, ces gouttes, c'est vrai que l'été, elles n'existent pas. On est vraiment, en général, elles deviennent même des chemins de randonnée pour certaines. Mais la goutte, voilà, c'est vraiment le cheminement de la goutte d'eau de pluie et d'eau de fonte de neige jusqu'à la plaine. Et puis, dans d'autres secteurs du territoire de Belfort, on est plutôt sur des zones karstiques où, en fait, l'eau peut disparaître dans des failles dans le sol et réapparaître un petit peu plus loin. Et là, c'est vrai qu'en fonction des alternances de périodes sèches et de périodes pluvieuses, on peut avoir des périodes où l'eau ne réapparaît pas pendant un petit moment. Alors, ça me fait penser un peu aussi à la question de Molly Malone autour de l'agriculture. Est-ce que la culture intensive irriguée de maïs dans nos régions, voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Et dans nos régions, c'est entre parenthèses l'Alsace, donc nos voisins proches. Mais je n'ai pas oublié Virginie aussi entre-temps, qui a posé une question. En termes d'irrigation, c'est vrai que certaines cultures nécessitent, en tout cas pour obtenir un rendement adapté, une irrigation. Le phénomène en soi, est vieux comme la nuit des temps. Hein. Nos ancêtres les Gaulois irriguaient déjà certaines de leurs cultures. La vraie question là-dedans, c'est jusqu'où on doit aller en termes d'exigence de rendement par rapport aux ressources disponibles. Et comment on irrigue finalement, voilà, est-ce que les grandes rampes d'aspersion, c'est encore quelque chose qui nécessite d'être utilisé? Est-ce qu'il ne faut pas passer à d'autres solutions? Le même maïs cultivé dans d'autres régions du monde ne se fait pas de la même façon. Ça, peut-être que Nicolas peut en parler sur justement
des secteurs comme le Chili, il y a beaucoup de maïs aussi là-bas. Il n'est peut-être pas irrigué par rampe d'aspersion. Ben, tout à fait. J'ai eu la chance d'évoluer aussi un peu dans le milieu agricole. Et je pense qu'on parlait d'adaptation, c'est exactement quelque chose qu'il va falloir faire. On le voit beaucoup dans le Doubs. Il y a très peu de céréales là-haut parce qu'il y a le comté, bien entendu. Mais on voit de plus en plus d'agriculteurs qui vont planter de la luzerne pour essayer d'anticiper justement ces périodes de sécheresse, avec des racines plus profondes, pour mieux valoriser les ressources en eau qui sont. Excuse-moi, Nicolas, on t'entend vraiment pas très très bien là. Si tu peux vraiment te rapprocher du combiné. Je me rapproche. Donc, voilà, c'est bien meilleur. Pour les cultures, il va falloir s'adapter. On en parlait tout à l'heure. Dans le Doubs, on voit déjà des agriculteurs qui s'adaptent en plantant de la luzerne, qui sera qui saura mieux aller chercher l'eau. Donc, c'est quelque chose qui se fait partout au Chili. Donc, c'est un peu plus du bricolage, comme on en parlait. Mais oui, ils arrivent aussi à s'adapter en fonction des changements climatiques. On a vu dans le film une vigne qui était apparue dans un endroit où ce n'était pas possible avant, car le climat ne le rendait pas possible. Donc oui, l'agriculture va devoir s'adapter, c'est quelque chose qui paraît évident. Alors, on a une question de Virginie Husset, mais peut-être qu'elle pourra préciser, qui demande si, suite aux différentes diffusions, ça a déclenché des actions collectives, des projets collectifs de la part des groupes qui auraient visionné le projet. Alors, on a rencontré beaucoup d'individus, on a rencontré des groupes aussi, notamment à Belfort, où tu étais présent avec nous, Vincent. On était intervenu auprès d'un cercle de jeunes entrepreneurs qui, derrière, nous ont proposé d'intervenir avec eux sur des opérations de sensibilisation. On a eu des initiatives suite à dans les écoles, par exemple, avec un maître ou une maîtresse qui était venu regarder notre film, qui derrière nous a proposé d'intervenir dans sa classe. Donc ouais, les diffusions ont donné lieu à ce genre d'initiative. Et pour avoir été témoin de cette séance de présentation à des dirigeants d'entreprise à Belfort du film et des discussions qui ont suivi, moi j'ai eu l'impression que c'est aussi votre cheminement personnel, c'est-à-dire la manière dont vous-même, en tant que sportif de haut niveau, vous avez changé vos pratiques à partir de la prise de conscience de cette question du réchauffement climatique, de la responsabilité qu'on peut avoir, ce que vous avez pris sur vous aussi dans la manière de gérer vos déplacements, la participation aux compétitions, les périodes d'entraînement, etc. Vous avez aussi changé vous-même. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui a la tête d'une organisation, quelle qu'elle soit, le fait de voir que des personnes qui sont top niveau en termes de résolution de défis comme ça, de challenge, sont capables de faire, et ben ma foi, pourquoi est-ce que dans d'autres organisations et à des échelles plus modestes de monsieur et madame tout le monde, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de le faire? Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu en quoi vous avez changé aussi, en quoi ce film vous a changé dans votre manière de pratiquer le sport de haut niveau? Ouais, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit au début, en fait, le changement climatique, c'est quelque chose qu'on vit, entre guillemets, au quotidien depuis 10, 15 ans maintenant. On commence à plus être si jeune que ça. Donc, on savait que c'était là depuis longtemps, mais on ne s'était jamais réellement questionné sur notre impact. Et notre impact, il est forcément réel. En tant que sportif, on est obligé de beaucoup se déplacer. C'est au moins un avion par an pour aller dans l'hémisphère sud. Enfin, c'est comme ça qu'on avait vécu nos carrières jusqu'à présent. Et à l'issue de ce film, on s'est dit que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on a vraiment essayé de repenser tout notre mode de vie, toute notre préparation pour vraiment s'adapter et arriver à avoir un bilan carbone inférieur à 3 tonnes chacun de CO2. Alors, c'est quelque chose qui a été compliqué. Ça a été un casse-tête pour les déplacements. Enfin, pour donner une idée, on a rendu notre appartement. On s'est installé dans un camping-car.
Du coup, on allait au bord de nos lieux d'entraînement, de nos lieux de compétition. On ne faisait pas de déplacement pour une période inférieure à 3 semaines, un mois. On a vraiment essayé d'optimiser nos trajets, d'optimiser les lieux d'entraînement où on voulait aller, l'alimentation, bien sûr. Enfin, tout ça, c'est des petits exemples dont on parle dans une série vidéo. Donc, si vous voulez voir vous-même les Oui, séries on mettra le lien avec du reportage de France Télévisions sur ça, justement, qui est très illustratif. Mais peut-être qu'il faut qu'on explique aux personnes ce que tu entends par une réduction à 3 tonnes équivalent carbone, d'empreinte carbone, parce que peut-être ça parle pas à tout le monde. Si on fait la moyenne des émissions de carbone qui sont engendrées par les activités directes ou indirectes, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on porte sur nous, comment on se déplace, etc., etc. Si on additionne tout, actuellement, je crois que chaque Français émet à peu près 11 tonnes, entre 11 et 15 tonnes selon les calculs. C'est la moyenne, certains plus que d'autres. Si vous avez le projet de réduire à 3 tonnes, c'est un changement déjà énorme dans vos pratiques. Ça veut dire réduire considérablement les déplacements. Je pense que c'est ça, chez vous, la partie la plus impactante en termes de C'est carbone. l'alimentation surtout chez la plupart des gens. C'est en te rendant compte, quand tu commences à aller chercher dans le détail d'où viennent tes sources de pollution, tu te rends compte que l'alimentation, le transport et l'habitation, c'est vraiment ce qui sort devant. Donc, ouais. Et puis, pour les 3 tonnes, en fait, c'est tout simplement ce qu'un Français devrait émettre en moyenne si on voulait maintenir le changement climatique sous les 1,5 degré, je crois, de mémoire. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui peut paraître assez compliqué quand on se dit passer de 11 tonnes la moyenne à 3 tonnes. Mais c'est juste un changement de mode de vie en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de faire de sacrifices au quotidien. Si on se rend compte et qu'on se dit on mange un peu moins de viande, mais quand j'en mange, je mange de la viande de qualité. Si on regarde un petit peu d'où viennent nos produits, qu'on essaie d'acheter local, ben, c'est tout aussi bon et en plus on fait marcher le fermier du coin, donc c'est quelque chose qui vraiment est pas si compliqué que ça. Et acheter des produits peut-être un peu plus chers, mais au final en consommer moins, c'est la solution et ça va pas coûter plus cher que ça à la fin du mois. Oui, vous ne le vivez pas comme un retour à l'époque de la bougie ou une concession sur vos modes de vie, mais plutôt comme un moyen d'accéder à des choses nouvelles et à les vivre avec bonheur. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'être champion, chacun de vous, de garder une forme impressionnante. Ben non, c'est pas du tout un retour à la bougie. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais au lieu d'acheter peut-être le dernier iPhone, ben on achète un téléphone reconditionné. Mais on n'est pas du tout à parler d'un retour à la bougie. On fait pas du tout partie des gens on est persuadé que arriver à gérer le problème du changement climatique, c'est quelque chose qui passera aussi par la technologie. Donc, faut pas revenir en arrière. En tout cas, c'est pas notre vision. Comme dans beaucoup de changements, hein, le leitmotiv à avoir en tête, finalement, c'est déjà beaucoup de bon sens et un peu de modération. On peut déjà arriver à faire de gros efforts avec ces deux éléments. Et d'ailleurs, ça me fait penser, du coup, je rebondis sur une question de Tromelin qui demande si dans vos projets futurs, vous envisagez d'autres reportages de sensibilisation. Alors, excellente question. Voilà, j'ai quelques idées de réponses, mais je vais te laisser en parler, Nicolas. Alors, du coup, on est en plein dans un nouveau projet où la MDE en fait toujours partie. On propose, alors c'est pas un film cette fois-ci, c'est une série de vidéos, de 3 épisodes vidéo, où c'est toujours le même principe, on présente une rivière, il y a des intervenants scientifiques qui présentent la manière dont la rivière est impactée par le changement climatique,
Et derrière, on fait intervenir à la fois scientifiques, membres du milieu associatif, qui vont nous mettre en avant des solutions concrètes pour répondre à cette problématique. Alors, on peut parler de l'alimentation, on peut parler du transport, on peut parler du logement, on peut parler des émissions carbonées de manière générale. Mais à chaque fois, il y a un intervenant spécialiste qui va vous proposer des actions concrètes à mettre en place chez vous. Donc, voilà pour les projets. Mais on mettra sur le fil le lien pour accéder à la première, la première émission vidéo très bien sur les plastiques. Je crois que la seconde est assez est spectaculaire. en cours de réalisation. Oui, c'est des très bons documentaires. D'ailleurs, peut-être un jour, on les retrouvera sur Imago, sur la plateforme, parmi les multiples ressources que diffuse cette plateforme thématique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre engagement, dans votre démarche? Ben, la chose à faire, c'est d'abord d'aller regarder les vidéos. Elles ont été créées pour ça, pour être vues. Et puis, si elles vous plaisent, les partager le plus largement possible, les montrer à vos amis, à votre famille, les partager sur les réseaux sociaux. C'est clairement la meilleure chose pour nous aider. Et puis, si vous voulez encore aller au-dessus, ben, c'est suivre les conseils qui sont dans ces vidéos. Ou alors appliquer vos propres méthodes et pourquoi pas les partager aussi pour réduire à votre échelle, bien sûr, votre bilan carbone. Et puis les partager pour essayer de convaincre le plus de gens de faire la même chose. Je pense que c'est ça qui nous aiderait le plus à protéger les rivières. Nicolas, dans les personnes qui vous suivent, si vous les connaissez un peu, est-ce que vous avez une idée un peu du profil? Il y a une question sur le fil de discussion sur le type de public convaincu. Est-ce qu'il s'agit plutôt c'est quoi? C'est des jeunes actifs, c'est des jeunes, c'est des personnes un peu plus âgées? Est-ce que vous connaissez le profil type de vos followers? Alors, c'est une bonne question. Je ne connais pas le profil type de nos followers, mais je pense que globalement, on est plutôt dans la population sportive, dans la population outdoor, avec des plus ou moins jeunes, parce que ce serait faux de dire qu'il n'y a que des jeunes. Je pense qu'il y a tous les âges. Mais ce qu'on a vraiment essayé de faire avec ce film et ces vidéos, c'est pas de s'adresser au public sportif, en fait, c'est de s'adresser au plus grand nombre possible. L'idée, c'est juste de montrer que les rivières, à quel point elles sont magnifiques, et de donner envie aux gens de les protéger, pas qu'il y ait uniquement les sportifs qui se disent waouh, c'est une belle performance sportive, bah oui, il faut protéger les rivières. C'est quelque chose qui doit s'adresser à tout le monde et où tout le monde peut se sentir impliqué. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire passer avec le message qu'on a voulu faire passer avec ce film. Et les sportifs, justement, est-ce que vous avez une sorte d'influence sur eux, c'est-à-dire les autres pratiquants au niveau dans votre discipline ou dans d'autres disciplines? Est-ce que vous sentez qu'il y a aussi un mouvement, un changement de pratique qui s'opère dans ce milieu-là qui est, voilà, enfin, en tant que spectateur, quand on voit les équipes se déplacer en jet, etc., on imagine qu'il y a aussi un impact qui n'est pas négligeable, en tout cas peut-être une responsabilité aussi des sportifs pour donner l'exemple et montrer. Est-ce que vous avez un effet d'entraînement sur vos confrères? C'est compliqué de répondre. On fait du kayak, c'est une toute petite discipline. On n'est pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, donc on n'a pas la même aura quand on va parler, on va dire. Donc, bien sûr, on en a certains qui nous ont dit qu'ils ont changé des petites choses dans les gens qu'on connaît, qu'on côtoie. Mais on essaye, mais c'est sûr que les changements, même dans le milieu sportif, ça va pas aussi vite qu'on le souhaiterait à l'heure actuelle. Mais on espère que ça va arriver et que des initiatives comme ce vont y contribuer. Mais en tout cas, vous avez été invité par le Congrès mondial sur la nature, tout récemment, pour témoigner un peu de votre action et vous adresser à d'autres têtes de réseau sportifs.
Oui, tout à fait. On a pu témoigner de notre action et de nos motivations lors du Congrès mondial pour la nature. Il y avait d'autres représentants, d'autres sportifs, des membres des institutions sportives aussi qui étaient présents. Donc ça montre que le milieu sportif, même si ça ne change pas aussi vite qu'on le voudrait, est quand même présent et investi dans le changement et conscient qu'il faut qu'il évolue. Donc c'est bon signe et ça donne le sourire pour l'avenir. Ça montre qu'il y a des gens qui ont envie de faire évoluer les choses. Je me tourne vers Stéphanie pour savoir si éventuellement justement le phénomène social, c'est-à-dire la manière dont il faudrait changer sa façon de vivre, est-ce que du point de vue de l'ingénieur technique, avec les impératifs techniques à tenir, est-ce que c'est une dimension qui te paraît importante? Et est-ce que ce type d'initiative-là, ce type d'outils de sensibilisation-là, te semble pouvoir jouer un rôle pour accompagner le changement à l'échelle d'une population? Oui, à l'échelle d'une population, c'est vrai qu'il faut deux choses. On a besoin en fait que les deux maillons extrêmes de la chaîne de décision se mobilisent en même temps pour que des projets puissent voir le jour. Alors, il y a le premier maillon qui est celui qui va prendre les décisions, hein, donc les élus qui mettent en place des différentes politiques. Aujourd'hui, voilà, on les sensibilise, ils se sensibilisent de plus en plus au phénomène, mais il faut aussi, de l'autre côté, il faut que tout un chacun, les habitants des territoires, se sentent également concernés et fassent savoir qu'ils sont concernés par ces sujets pour qu'il y ait une synergie qui se crée et qu'on puisse mettre en place des opérations qui aillent dans le bon sens. Alors, opérations, on parlait d'ingénierie qui peuvent être des solutions techniques, technologiques pour certains phénomènes, mais aussi des solutions qui soient des solutions justement d'adaptation des pratiques humaines sociales, donc d'accompagnement des gens vers des modifications de comportement, de pratiques, d'habitudes de vie au sens général du terme. Une question technique, justement, qui vient dans le fil et qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui concerne le kayak. Par rapport aux matériaux avec lesquels on fait le kayak, est-ce qu'il y a des recherches de matériaux peut-être plus écologiques que D'ailleurs, ça fait en quoi un kayak? Je ne sais pas. Mais on parle ici, Tromelin parle du bambou, du bois. Est-ce qu'il y a une recherche dans ce domaine-là? Alors, donc les kayaks, déjà, c'est en plastique à l'heure actuelle. Donc, les marques travaillent pour pouvoir utiliser du plastique recyclé pour arriver à réutiliser le plastique de leur propre kayak. Donc, c'est quelque chose qui est un gros challenge technique parce qu'on a besoin d'un plastique qui présente des bonnes propriétés mécaniques, bien évidemment. Mais il y a des marques qui commencent à y arriver. Et pour parler d'un matériau encore plus écolo, si je puis dire, plus plastique, plus écolo, plus plastique, tout simplement. Il y a des essais à l'heure actuelle pour faire des kayaks en fibre de lin. Alors, c'est un Palois, Éric Deguy, qui avait essayé ça avec une entreprise française pour arriver justement à fabriquer des kayaks à partir de fibres de lin. Fibre de lin, ah ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça devenait des kayaks composites, du coup, c'est plus des kayaks plastiques. C'est quelque chose qui a été essayé. Donc, on espère que, arriver à l'avenir à avoir peut-être des matériaux plus écolos pour nos bateaux. Mais encore une fois, le mieux, c'est certainement d'arriver à garder son kayak le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Tout à fait. À pas tomber dans la consommation excessive. Oui, parce que la durée de vie comme ça, finalement, d'un kayak, je dirais en usage extrême. Voilà, moi j'imagine que si je venais m'essayer au kayak sur le Malsaucy, je pense que j'arriverai à le garder un peu plus longtemps, mais voilà. Mais pour vous qui devez les solliciter de façon un peu poussée, ça va vraiment varier d'une saison sur l'autre. Et pour quelqu'un qui pratique vraiment tous les jours, on est grosso modo un kayak par saison. Mais le même kayak que j'utilise, si
tu vois, j'utilise mon kayak une saison et je le revends à quelqu'un derrière qui va certainement lui le garder pendant 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans s'il ne pratique pas énormément. Donc la durée de vie d'un kayak, elle est assez élevée au final. C'est juste à haut niveau où forcément tu l'utilises plus régulièrement, tu lui mets plus de coups, ou du coup c'est plus limité. Et Nicolas, est-ce que tu as des nouvelles de Marlène en plein championnat de France, je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient un peu après. J'en ai pas du tout parce qu'il faudrait que je regarde le live Facebook et je ne pourrais pas être concentré sur les questions. Mais je suis sûr que ça se passe très bien. Combien de fois elle a eu la médaille d'or du championnat de France? Elle l'a eu 12 fois déjà. 12 fois, c'est quand même impressionnant, vos palmarès respectifs. Tout à fait. Alors, elle en a un qui est beaucoup plus long que le mien. Il est assez réduit en comparaison, mais oui, elle a été, je crois, 12 fois championne du monde, 12 fois championne de France, pardon, 3 fois championne d'Europe, 2 fois vice-championne du monde et 1 fois vice-championne d'Europe. Donc, il faut aussi savoir que Marlène, du coup, elle performe en kayak freestyle et elle a fait 4e au championnat du monde de kayak extrême cette année. Donc, c'est une polyvalence qu'on voit qui est très rare à ce niveau-là. Donc, et elle est franc-comtoise. On dit ça parce que nous, voilà, on est Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le chat? Si vous patientez un peu, on vous mettra les liens et vers le reportage de France Télévisions Sport qui suit au quotidien Marlène et Nicolas et leur manière de pratiquer la transition écologique dans leur sport. Il est sur notre Facebook. On mettra aussi le lien, qu'est-ce qu'on avait, vers le premier épisode consacré au plastique de la série Rivière, les sentinelles du changement. Et puis, si vous avez d'autres questions, on peut les relayer. Après, on peut vous proposer la question à l'envers. Vous vous posiez dans le chat la question de voilà, est-ce que les gens avaient modifié leur comportement à la suite du visionnage de la vidéo. Et vous qui venez de la visionner, vous changerez quoi? C'est l'avantage de l'interactivité. D'ailleurs, au passage, je remercie beaucoup Nicolas de mettre à disposition cet outil. Donc, à la fois la possibilité de diffuser les documentaires, c'est la deuxième fois qu'on le fait, et puis surtout la possibilité de pouvoir dialoguer avec du public et avec souvent les réalisateurs du film. C'est une qualité qui mérite d'être connaître, qui est propre à cette plateforme vidéo thématique. On recherche en même temps les scoops sur la vie de la compétition de Marlène. C'est le post précédent. Voilà. On fait un petit copier-coller pour pouvoir vous pouvoir. Sinon, vous le retrouvez sur la page Facebook de la Maison de l'Environnement, du Malsaucy, du territoire de Belfort. Peut-être rappeler, Nicolas, que Rivière les Sentinelles, c'est aussi un site internet où on retrouve en blog un peu tous vos projets, vos activités quotidiennes. Que chacun de vous, évidemment, vous êtes bien suivi sur les réseaux sociaux, qu'on peut retrouver votre actualité. Voilà, que vous pouvez nous indiquer aussi votre contact si vous souhaitez travailler un peu sur l'accompagnement pédagogique de ce beau support, de ce bel outil de sensibilisation qui est ce film documentaire et la série qui suit. Et puis vous dire aussi que département du territoire de Belfort, on est en pleine réflexion
sur la conception collective d'outils de sensibilisation qui peuvent contribuer à toucher un large public. On a expérimenté ces 2 dernières semaines tout un tas d'outils qui existent, qui sont performants, et puis on en conçoit d'autres en parallèle, de façon à pouvoir les mettre aussi à disposition de chaque organisation, de chacun, pour faire en sorte que le changement nécessaire survienne par rapport à la réalité du changement climatique. Changer face au changement. Voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon on peut terminer. On avait convenu ensemble d'1 heure au total. Voilà, le soleil s'est couché maintenant, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en ce beau week-end. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre participation et on compte sur vous pour parler de cette initiative autour de vous. Merci encore à Imago, à ce soutien logistique et puis à cette initiative de base de données documentaires thématiques. Et puis à très bientôt, on l'espère, pour d'autres projections documentaires avec d'autres témoins tout aussi passionnants. Merci Nicolas. Si tu as quelque chose à nous dire sur Marlène, c'est le moment. Sinon, on le suivra dans l'actualité. Bah écoutez, si vous souhaitez nous suivre, comme tu l'as dit Vincent, sur nos pages Instagram, Facebook ou sur notre site internet Rivière les Sentinelles, on poste régulièrement toutes nos actualités, aussi bien sportives qu'environnementales. Donc n'hésitez pas. Et puis pour répondre encore une fois à la personne qui demandait si notre film était utilisable dans les écoles, bien sûr, et qu'elle n'hésite pas à te contacter, à contacter la MDE ou à nous contacter directement. On sera ravis de partager ça avec elle. Voilà, donc un grand merci. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Merci à toutes et tous. Merci aussi pour tous les participants et pour toutes les questions. Et puis bonne fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.